santé fragile du dinar algérien et concernant la vente d'un grand hôtel que l'État algérien est en train de mettre en vente, c'est celui de Barcelone, Al Palace de Barcelone. Est-ce que vous les avez vus, ces émissions, s'il vous plaît? Oui, le dinar qui dégringole. Merci beaucoup, Rachid Mimi. أهلا أهلا ومرحبا بكم يا جماعة الخير. Alors, Algérienne, le Maroc, il te paye combien? Yalit, c'est moi le Maroc me paye. Hey, mais les partisans du régime Tebboune, ça fait 5 ans qu'ils répètent les mêmes insultes. Même quand ils insultent, ils innovent pas. Ce qui est incroyable, les partisans... Le régime Tebboune, mais vraiment, il est d'une impuissance intellectuelle. Il est frappé d'une constipation cérébrale. Même ses partisans, au cours de ces 5 dernières années, hein, depuis 2020, c'est les mêmes, même les insultes. Est-ce que le Maroc, pour que le Maroc te paye, t'écoute, tu bouffes dans tous les râteliers, t'es un salopard, t'es un espion, tu travailles pour... C'est les mêmes mots. On dirait, le monde se développe, on crée l'intelligence artificielle pour innover, pour progresser, pour trouver d'autres façons, d'autres modes de langage, mais les partisans du régime Tebboune, ils parlent, ils utilisent le même langage, subhanallah. Le même langage. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot qui change. Il n'y a pas. Faites un effort. Moi, ce que je dis aux gens qui essayent de nous insulter ou qui essayent de nous diffamer, de nous dénigrer, parce que nos investigations, nos révélations leur font mal. Faites un effort. Évoluez, Ejma. Évoluez. Essayez de trouver quelque chose de plus logique. Je sais pas, قال عبدو سمار qui t'alimente de l'intérieur, قال tu es lié à un clan du régime, je peux comprendre, mais le Maroc, Israël, yani le Maroc, Israël, ils ont besoin d'Abdou Semmar pour attaquer l'Algérie, il n'a pas attaqué le régime algérien. Ah, les dirigeants algériens se chargent eux-mêmes à travers leurs bêtises et leur absurdité, de faire du mal à l'Algérie. C'est pour vous dire la constipation cérébrale dont sont victimes les partisans du régime Tebboune, elle est catastrophique, elle est vraiment inédite, elle est tout simplement inédite. مرحبا بكم يا جماعة الخير، أهلا وسهلا. Allez, on va attaquer les questions sérieuses, on va laisser celles et ceux qui nous insultent, on va leur laisser tout le plaisir d'être consumés par leur haine, par leur rage. Nous n'allons même pas les censurer, on va les laisser comme ça souffrir en silence, nous n'allons même pas leur répondre et nous allons nous attaquer à des questions beaucoup plus importantes et beaucoup plus utiles et beaucoup plus instructives. Good life, Ajma'ad al-Khair, good life partout. Good Life, partagez massivement. Nous allons ensemble parler librement et nous allons provoquer des insomnies à ces partisans du régime Tebboune qui souffrent parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait des journalistes libres et indépendants, qu'il y ait des voix dissidentes et discordantes sur la scène médiatique. Alors, par quel sujet vous voulez qu'on commence, on parle de Blida? Car oui, mais si vous voulez qu'on parle de Blida, allez-y, parlez de Blida. Qu'est-ce qui s'est passé à Blida de nouveau? Allez. Alors, oui, Blida, oui. Blida, malheureusement, elle est tombée dans les affres de la désinformation, de la manipulation. Alors, moi, j'aimerais bien que les gens qui nous disent, qui ont cru jusqu'au bout, on va parler du dinar tout à l'heure aussi, ne vous inquiétez pas. Blida encore et toujours. Blida, malheureusement, a été un catalyseur, plutôt un révélateur de l'ampleur de la désinformation et de l'inconscience du régime Tebboune. C'est-à-dire un attentat, mentir sur un attentat, cacher la vérité à son propre peuple et dire que c'est une bonbonne de gaz, alors que l'AFP et la presse internationale ont tous confirmé qu'il s'agissait d'un attentat, c'est tout simplement inconscient. Ce que le régime Tebboune a fait avec l'événement de Blida est tout simplement de l'inconscience. Oh non, encore une fois, je ne comprends pas. Il y a eu le mal à reconnaître, il y a eu le mal à reconnaître qu'il y a eu un attentat dans le pays et que cet attentat a été déjoué, que les services de sécurité ont évité le pire, et que l'Algérie, elle est debout, et que le terrorisme ne gagnera pas. Je ne comprends pas, il est où le mal? Il est où le mal, ya Jma'at al-Khair?
aller mentir, aller payer des influenceurs et bombarder les réseaux sociaux et envahir les réseaux ou je sais pas quoi, asperger les réseaux sociaux par un récit, par un narratif totalement irrationnel, non illogique et absurde, c'est de la bassesse, c'est du, c'est du sous-développement. C'est ça le sous-développement, ya jamaat al-khair. Quand on parle d'un attentat terroriste, on n'est pas en train de promouvoir du terrorisme. Quand rapporter une information négative, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec les acteurs ou avec l'action maléfique ou les actions négatives décrites par cette information. Mais mentir, désinformer, manipuler, utiliser des arguments qui n'ont... Franchement, c'est une honte. Moi, je crois qu'à Blida, il faut juste se contenter. On a déjà parlé de beaucoup on a beaucoup parlé de Blida déjà. Je pense qu'il faut se contenter de dire, euh, allez, d'encourager les policiers, de les remercier, de prendre des nouvelles du policier qui est blessé. Je pense surtout qu'il faut absolument pousser l'enquête jusqu'au bout. Nous, on va vous tenir au courant des derniers avancements de l'enquête. Je pense qu'il faudra mettre la pression positivement sur les services de sécurité pour que le pouvoir politique leur foute la paix. Nous avons vu hier avec l'affaire de Hassan Bourras, la BRI de l'Ouelaya al-Bayed, elle est venue dans le domicile d'un activiste et d'un journaliste juste parce qu'il a posté sur les réseaux sociaux une photo où il souhaite le paradis à un juge français. Donc vous avez juste un journaliste ou un activiste qui a juste exprimé un vœu sur les réseaux sociaux. Il se retrouve emprisonné, traqué, arrêté par les éléments de la BRI. Moi, ce que je dis, si vous voulez que notre pays soit protégé, et si vous voulez que d'autres incidents, comme l'incident de Blida, ne se reproduisent plus, je le redis encore une fois, foutez la paix aux policiers, aux gendarmes et aux agents des services secrets. Laissez-les faire leur travail. Arrêtez de les politiser. Arrêtez de les manipuler. Arrêtez de les utiliser comme des surveillants ou les gardiens des réseaux sociaux. Chaque Facebooker surveille les Facebook, les réseaux sociaux, s'intéresser aux délits d'opinion, s'intéresser aux commentaires, aux likes, aux vidéos des internautes algériens. Ce n'est pas le boulot des services secrets de la police, de la gendarmerie. Bien sûr, il faut qu'il y ait des brigades de cybercriminalité qui doivent être, qui doivent être vigilants, mais il faut lutter contre les contenus illicites en ligne. Le trafic, les appels au crime, le piratage, le chantage, les violations de la vie privée. Tout ça, oui, il faut que des services de sécurité soient outillés. Et Dieu merci, en Algérie, nous avons de plus en plus de policiers et de gendarmes qui sont formés pour surveiller les réseaux sociaux, pour lutter contre les contenus illicites. Mais donner un avis, critiquer Abdelmajid Tebboune, critiquer Saïd Chenguereha, dire ce que l'on pense de la politique du gouvernement ou du régime, ça, ce n'est pas un contenu illicite. Les policiers et les gendarmes perdent énormément de leur temps, je vous assure, perdent énormément de leur temps et même de leur concentration. Ils sont empêchés de faire leur travail, à défaut, à force de se consacrer et de travailler uniquement sur les réseaux sociaux, sur les délits d'opinion. Et là, à Blida, il y a eu la vigilance des services de sécurité, mais il y a eu aussi l'amateurisme des deux kamikazes. Si les deux kamikazes étaient beaucoup plus entraînés, beaucoup mieux préparés, beaucoup plus déterminés, beaucoup mieux outillés, je peux vous assurer, ça aurait pu faire un carnage. Donc voilà, soyons très concentrés, soyons vigilants. Et il faut mettre la pression sur le régime Tebboune pour que les services de sécurité ne soient plus inquiétés, ne soient plus emmerdés, ne soient plus entraînés contre leur gré dans des affaires de délit d'opinion qui ne font que délégitimer leur travail, discréditer leur fonction et gaspiller leur temps. Voilà ce que je peux dire sur Blida. Je n'ai pas eu de nouvelles informations concernant Blida et Jamaat al-Khair. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on a donné des informations nécessaires sur les deux kamikazes, comment ils ont été identifiés, etc. Et comment ils ont été, comment dirais-je, comment ils sont passés à l'acte, comment leur milieu familial. Nous avons donné des informations très précises lors de nos dernières
lors de notre dernière émission. Je vous renvoie d'ailleurs à cette émission-là. Nous vous tiendrons au courant des derniers développements de l'enquête dès que nous aurions dès que nous serons en possibilité, en mesure plutôt, de recouper les informations qui nous parviennent. Alors, sur YouTube, Histoire 992-74. Est-ce que les Algériens pensent vraiment que le Sahara occidental sera libéré? Non, le Sahara occidental n'est pas une cause nationale en Algérie. C'est ce que nos amis marocains ont du mal à comprendre. Le Sahara occidental en Algérie, personne n'en parle. C'est un conflit médiatique. C'est une question médiatique. Les médias algériens sont instruits, sont quasiment obligés, sont quasiment contraints d'en parler et d'aborder le Sahara occidental. Mais la population algérienne, elle n'en parle pas. La population algérienne, il faut savoir que les Algériennes et les Algériens ne connaissent déjà pas leur propre pays. L'Algérie est un immense territoire. Vous savez, je défie tous les études et tous les instituts spécialisés où le gouvernement algérien a procédé à une étude et à faire un sondage pour voir combien d'Algériennes et d'Algériens ont fait le tour du pays. Il y a des gens qui sont à Alger qui n'ont jamais vu le sud. Il y a des gens qui sont en Kabylie qui n'ont jamais vu l'ouest. Il y a des gens qui sont à l'ouest qui n'ont jamais vu l'est. Il y a des gens qui sont à l'intérieur, au sud du pays qui n'ont jamais vu le nord. C'est un pays qui est immense. C'est un pays qui est immense, immense, mais vraiment immense. Les gens ne connaissent même pas Tindouf. Les Algériens et les Algériens ne sont même pas Tindouf. Déjà, c'est l'une des régions les moins connues du pays. Personne ne connaît le Sahara occidental en Algérie. Le Sahara occidental est un dossier médiatique en Algérie qui mobilise les élites liées au régime. Parce que le Sahara occidental est un grief ou est un instrument de pression que le régime algérien utilise contre le Maroc. Mais les Algériens et les Algériens ne sont pas du tout mobilisés. D'ailleurs, moi, c'est simple. Moi, j'ai ma conviction. Moi, je pense que le Sahara occidental ne devrait pas être un État indépendant. Il ne le sera jamais. Sur le plan opérationnel, sur le plan diplomatique, sur le plan géopolitique, c'est une utopie de voir ou de croire qu'un jour il y aura un État au Sahara occidental. Et c'est pas, je ne suis pas pro-marocain en disant cela, je suis juste pro-pragmatisme, je suis réaliste. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'États dans le pays. Il y a déjà énormément non, il y a beaucoup d'États en Afrique. Il y a des pays qui existent depuis les indépendances qui ont du mal à survivre, qui ont du mal à exister, qui ont du mal à garantir leur sécurité. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi j'ai proposé une solution très simple au régime. Si le régime veut, par exemple, nous les opposants, nous réduire au silence sur la question du Sahara occidental, et s'il veut vraiment, vraiment donner une leçon magistrale au Maroc, le régime algérien n'a qu'à organiser un référendum. Dire un référendum, et dites aux Algériens, venez, votez. Est-ce que vous pensez que, est-ce que vous demandez, est-ce que vous êtes d'accord que le Sahara occidental soit classé comme priorité nationale? Est-ce que vous êtes d'accord pour que libérer le Sahara occidental soit considéré comme une priorité nationale? Si les Algériennes et les Algériens répondent oui, moi je m'inclinerai. S'il y a une majorité d'Algériennes et d'Algériens qui vont dire ah non, pour nous le Sahara occidental c'est aussi important que notre développement, c'est aussi important que notre sécurité nationale, c'est aussi important que l'avenir de nos enfants, c'est aussi important que la santé et l'éducation chez nous, et c'est une question de priorité nationale, moi je me ferme ma gueule et j'adhère et je dis le régime il faut libérer le Sahara occidental. Mais faites un référendum droit, honnête et transparent, et demandez la question aux Algériens et aux Algériens. Est-ce que pour vous, le Sahara occidental est une priorité nationale? Et vous allez voir que personne ne va dire le contraire, parce que les Algériens et les Algériens ont suffisamment de problèmes, et ils ont d'autres préoccupations, et les Algériens et les Algériens ne sont pas cons. Ne sont pas idiots, ils voient comment le monde évolue aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'un pays avec son pétrole, avec son gaz, avec son histoire comme la Libye n'arrive pas à survivre? Il est en danger, il est en division, il risque de disparaître. Comment voulez-vous que des pays, des États ancestraux, séculaires comme le Mali ou le Niger, ils ont du mal à résister, ils ont du mal à conserver leur sécurité, leur intégrité territoriale. Comment voulez-vous que des pays comme la Gambie, comme la Sierra Leone, comme le Libéria, comme le Malawi, comme le Lesotho et d'autres, j'en passe,
qui ont une histoire, qui existent depuis les années 60, ont du mal aujourd'hui à protéger leur souveraineté nationale. Comment voulez-vous que le Sahara puisse exister? Les Algériens, nous sommes à l'époque de l'intelligence artificielle. Personne ne sait que, enfin, tout le monde sait qu'un État, un autre pays en Afrique, c'est pas possible. C'est tout bonnement pas possible. Voilà. Maintenant, on n'est pas en Europe, où le Kosovo a pu exister. Il a été soutenu par certains pays européens. Il y a eu l'intervention de l'OTAN. On n'est pas en Europe, où le Monténégro s'est séparé de la Serbie pour créer un pays, où la Moldavie a pu exister. On n'est pas en Europe. L'Afrique, c'est pas l'Europe. L'Afrique, il y a des problèmes de réchauffement climatique, et des problèmes d'insécurité, et des problèmes de conflits de voisinage, et des problèmes d'ethnie, et des problèmes de tissu ethnique et de tissu social des pays. Il y a des problèmes de sous-développement économique, de misère sociale. Ce n'est pas l'Europe. Donc, un Kosovo ou un Monténégro en Afrique, c'est pas possible. Ça n'existera pas. Ma conviction, maintenant, si les Algériens veulent absolument, si le régime algérien croit qu'il y a une majorité d'Algériens qui le soutiennent dans l'affaire du Sahara occidental, simple, dis-le un référendum. Dis-le un référendum. S'ils sont d'accord, moi je suis avec les Algériens et les Algériens. C'est très simple. On va essayer de prendre une autre question. Aïe, Jma'a. Est-ce qu'on peut passer à d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, Binigo, il me parle d'un dernier amendement de la Constitution algérienne. Est-ce que tu peux préciser davantage ta question? Parce que je ne l'ai pas vraiment comprise. De quel amendement tu parles exactement? Allez, Ajma. Larma, parlez-nous des élections et des personnes qui seront présentées à la présidentielle en Algérie. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mon cher Larma. On est encore loin. En 2029, c'est pas bon, à l'échelle bien sûr, à l'échelle d'un pays comme l'Algérie, 2029, c'est demain. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le jeu politique, il est totalement verrouillé. Tant qu'Abdelmajid Tebboune. Alors, en fait, les élections présidentielles de 2029 sont pour moi hypothéquées. Leur avenir, il est vraiment hypothéqué. Nous avons déjà vu ce qui s'est passé dans les élections présidentielles anticipées de septembre 2024. C'était un non-scrutin, un non-événement, un taux d'abstention record. C'était parmi les élections les plus fades, les plus insignifiantes et les plus expéditives de l'histoire de l'Algérie. 3 candidats, un nombre très faible, beaucoup de folklore, beaucoup d'absurdités, beaucoup de conneries, de désinformation, de fake news, etc. Et d'une bassesse et d'un ridicule qui a tué l'imagination et qui a provoqué un ennui national. Personne n'a suivi. Je dis bien, personne n'était mobilisé, n'a suivi les élections présidentielles anticipées de septembre 2024. Le régime Tebboune, dans son fonctionnement actuel, s'il ne change pas, s'il dure jusqu'à 2029, il y aura zéro suspense, zéro intérêt, désintérêt général, zéro compétition, zéro imagination. La seule nouveauté, la seule caractéristique de la prochaine élection présidentielle, c'est que Tebboune ne peut pas se présenter. Donc Tebboune doit partir. Maintenant, cette élection, où elle va ne pas avoir lieu, parce qu'Abdelmajid Tebboune risque d'essayer de trouver une astuce pour rester pour un 3e mandat ou pour rester pour 2 années supplémentaires pour prolonger son pouvoir, ce qui pourrait créer une crise politique et institutionnelle dangereuse dans le pays, qui serait certainement différente de la crise de février 2019 et du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, mais qui aura
une amplitude qui provoquera une onde de choc puissante au sein du régime. Et si Tebboune veut rester plus longtemps au pouvoir, le régime sera fragilisé, des divisions vont éclater, et les malentendus et les fragilités du régime vont se voir au grand jour, vont être révélés au grand jour. Il va y avoir des déchirements et des clans qui vont guerroyer pour ou s'opposer au maintien au pouvoir de Tebboune, pour le dégager et le remplacer, ou pour s'allier avec Tebboune et neutraliser les autres composants du pouvoir qui ne veulent pas de lui au pouvoir. Les élections présidentielles d'avril 2000, d'avril, ce sera pas avril, alors parce que, alors là, on ne sait même pas quand est-ce qu'elles devront avoir lieu, puisque le mandat de Tebboune, donc il a commencé septembre 2024. Est-ce que les élections devront avoir lieu en septembre 2029? C'est très opaque. Moi, je vous le dis. Pour que ces élections puissent se tenir, il faut qu'une année avant, Tebboune soit clair avec lui-même, soit clair avec le peuple, et dise au peuple, je vais partir. Je vais partir, ma succession, elle est ouverte, je laisse les personnalités nationales qui s'intéressent à la politique se manifester, ou il a lui-même, s'il ne choisit pas son propre successeur, il le met en compétition avec d'autres personnalités, avec d'autres candidats qui vont se manifester. C'est une année, c'est-à-dire si en 2028, Tebboune ne montre pas une clarté, une transparence concernant ses intentions, est-ce qu'il va rester ou pas, le pays va connaître, ou risque de connaître, une crise politique très dangereuse qui pourrait être similaire à celle de février 2019, mais qui pourrait être beaucoup plus violente, parce qu'en février 2029, il y a eu un Hirak pacifique, il y a eu Ahmed Gaï Salah qui a refusé que les armes, que l'armée ne soit utilisée pour réprimer la population. Il y avait quand même que deux clans puissants, c'est Ahmed Gaï Salah et les Bouteflika. Là, on a l'impression qu'il y a plusieurs clans, que les clans de Tebboune ou de Shingriha peuvent se diviser et se subdiviser, et que la situation financière de l'Algérie de 2019 est meilleure que celle de l'Algérie d'aujourd'hui, et la situation sociale et la situation diplomatique et géopolitique de l'Algérie de 2019, le monde de 2019 était beaucoup moins dangereux que le monde d'aujourd'hui, ou que le monde de 2029. 10 ans plus tard, en 2029, nous voyons bien que le monde aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, ne cesse de se complexifier. Le monde bascule dans une dimension très horrible et très inquiétante, avec des guerres et des conflits armés qui prennent une ampleur tragique. Donc, les élections de 2029 sont marquées par de nombreuses incertitudes. Mais tout dépend de l'attitude de Tebboune. Si Tebboune va jouer la montre, où il veut exploiter les derniers moments de son deuxième mandat pour dire ses intentions, il va plonger le pays dans cette crise politique. Où je pense qu'elle risque de ne même pas se tenir. Puisque Tebboune, un troisième mandat, impossible. Mais المستحيل ما يقدرش يقعد même pas au pouvoir plus longtemps que 2029. Maintenant, il y a une troisième considération, un troisième problème. C'est que Tebboune est très âgé. C'est qu'en 2029, Tebboune aura 83 ans, 84 ans. Est-ce qu'il tiendra jusque-là? Est-ce que déjà il est fatigué, déjà il est épuisé, déjà son bilan est très... bon voilà, là il y a eu quelques événements internationaux qui profitent à l'Algérie, la visite du pape, la guerre en Ukraine a fait remonter un petit peu, la guerre en Iran plutôt, elle a fait remonter un peu les prix du pétrole et du gaz. Là les Algériens et les Algériens, ils craignent l'instabilité, ils craignent les tensions internationales, ils peuvent fermer les yeux sur l'autoritarisme de Tebboune. Mais Tebboune est très âgé. Il sera de plus en plus fatigué. Les effets de sa maladie, sa situation, son état de santé va immanquablement se dégrader d'ici 2029. Donc on n'est même pas sûr qu'il va rester en 2029. Et il est possible que des élections anticipées soient organisées. Il est possible qu'une transition anticipée soit organisée. Et moi je le dis, tant que Tebboune ne montre pas clairement ses intentions, tant qu'il ne dit pas ce qu'il a envie de faire, tant qu'il ne s'engage pas auprès du peuple à quitter le pouvoir pacifiquement, sans volonté de le monopoliser, sans volonté de violer la Constitution, sans calcul machiavélique, sans complot contre les institutions de l'État, c'est-à-dire sans manœuvrer pour créer des situations exceptionnelles et rester encore plus longtemps au pouvoir. Là, on pourra assister à une transition intéressante et on pourra assister à des élections intéressantes.
Mais dans l'ordre actuel des choses, vu comment Tebboune monopolise le pouvoir, vu comment il gouverne de façon autoritaire le pays, vu comment il a envie d'accumuler la dernière révision technique de la Constitution, elle était quand même inquiétante. Nous avons un chef d'État qui a pris tous les pouvoirs judiciaires, qui a accumulé tous les pouvoirs judiciaires pour en faire quoi? Est-ce que le chef de l'État avait besoin d'autant de pouvoirs judiciaires en Algérie? Non. Les intentions de Tebboune ne sont pas claires, ne sont pas du tout claires. Humainement, il est exposé à une limite. Il ne peut pas faire de troisième mandat. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le droit de violer la Constitution. Tebboune aujourd'hui, dictateur qu'il est, il peut tout se permettre. C'est que son état de santé ne lui permettra pas. Sa santé ne lui permettra pas. Allez, sur YouTube, Orono Click me parle du dinar. Il faut savoir que le dinar, on lui a consacré 2 émissions aujourd'hui. Une émission concernant la chute du dinar sur le marché officiel. Et une émission sur la relation entre le dinar et les réserves de change. Avez-vous des questions à poser là-dessus? Quand on voit par exemple le bilan de Tebboune, le dinar, pour moi, le dinar symbolise à lui seul la situation alarmante de l'Algérie sous Tebboune. Le dinar sur le marché parallèle, le marché noir des devises, il a perdu plus de 35%. 35% entre 2020 et 2026. Le dinar sur le marché officiel, il a perdu plus de 7%. Presque 8% de 2020 à 2026. Quand une monnaie recule autant, sans qu'il y ait une augmentation des exportations, sans qu'il y ait une diversification de l'économie, sans qu'il y ait une augmentation notable des investissements étrangers, sans qu'il y ait une amélioration ou une augmentation du nombre de touristes qui visitent le pays, sans qu'il y ait une amélioration macroéconomique au niveau des exportations, là, au niveau de la balance commerciale, ça signifie que le pays est en crise. Ça veut dire qu'il est en train de reculer. Ça veut dire que l'Algérie est en train de régresser et que nous sommes en pleine régression. Et que cette régression, personne ne peut la nier. Personne ne peut la nier. Donc ça, c'est le bilan. La monnaie, le dinar, il illustre à lui seul, la chute et le déclin de l'Algérie. Si l'Algérie était forte, stable et en croissance, le dinar se serait stabilisé. C'est une logique. Avec une croissance économique de 3-4%, mais ta monnaie elle chute chaque année de 7%, 6%. C'est un problème au niveau de tes statistiques, c'est qu'il y a un mensonge. Tu dis que tu diversifies tes exportations et ton dinar continue de chuter et tes rentrées en devises n'augmentent pas. Au contraire, les rentrées en devises, elles baissent, comme durant l'année 2025. Et elles sont toujours dépendantes du pétrole et du gaz. Donc il y a un problème quelque part. Donc il y a bien quelque part, il y a un problème. Si l'Algérie, elle est gagnante, comme je le vois là tout à l'heure, il y a je vois tout à l'heure sur YouTube, là, quelqu'un m'a dit, mais l'Algérie est gagnante de la crise avec l'Iran. Ok, si elle était gagnante avec la... Combien on a gagné? J'entends des chiffres, regardez qu'on a un mois, on a exporté 440 millions de dollars de pétrole. Mais c'est rien 440 millions de dollars pour un pays de presque 50 millions d'habitants et l'équipe. On a gagné combien? La crise en Ukraine, on a gagné 10 milliards de dollars de plus. Entre 10 et 12 milliards de dollars de plus. C'est rien pour un pays de 50 millions d'habitants. Si on avait gagné une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de milliards de dollars, je vous dirais oui. Là, je suis d'accord. Mais le peu qu'on est en train, avec la guerre en Ukraine, dont les effets ont duré plus d'une année, de 2022 jusqu'à une bonne partie de l'année 2023. On a gagné quoi? On a gagné une dizaine de milliards de dollars, pas plus. Entre 10 à 12. Ce n'est rien pour un pays de... 10 à 12, c'est même pas le budget du ministère de la Défense. Le budget du ministère de la Défense nationale est de une vingtaine de milliards de dollars. Donc soyons sérieux. Soyons sérieux. L'Algérie n'en profite pas. Le régime, il en profite, mais pas l'Algérie. Je m'explique. Le régime en profite comment? L'intention sur lui, elle est détournée, elle est ailleurs,
Les pays occidentaux ne s'intéressent pas à l'Algérie parce que leur problème c'est l'Iran, Israël, etc. Donc ils oublient l'Algérie, le problème des libertés publiques et le danger que représente l'instabilité de l'Algérie par rapport aux pays occidentaux. Et ils sollicitent davantage le régime algérien pour augmenter de quelques quantités supplémentaires de gaz en attendant de trouver des solutions alternatives au manque de gaz. C'est tout. Le régime, il en profite. Il est oublié, il est un peu protégé, il est un peu courtisé. Mais l'Algérie n'en profite pas. Depuis 2022 jusqu'à 2024, il y a eu la guerre en Ukraine. Et que le prix du baril du pétrole a dépassé les 100 dollars, comme pour le cas de la guerre en Iran. Qu'est-ce que l'Algérie a réalisé? Ou je donne non. C'est très simple. Les gens qui disent l'Algérie va en profiter. On a fait quoi? On a fait on a fait une petite esplanade au niveau de Bab el-Oued, on a fait un terrain à Bilet entre Béchar et Rajbilet qui n'est emprunté par personne et dont plus personne n'en parle aujourd'hui. On a importé quelques bus parce qu'on n'a plus de bus. Mais sinon, rien n'a changé en Algérie entre 2022 et 2024. Je n'ai vu ni grand projet à être lancé, ni exportation diversifiée, ni nouvelle infrastructure réalisée. مثلنا عايشين بلا grande mosquée تاع بوتفليقه بالمترو تاع بوتفليقه بالاncien rail de بوتفليقه بلا la formule de بوتفليقه et les mêmes nous vivons les mêmes pénuries qu'avant 2022. Les mêmes pénuries, pas de voitures, pas de pneus, pas de produits de large consommation, en grosse quantité, les produits importés narcin, certains produits de large consommation, certains produits électroménagers ou mécaniques manquent toujours. Donc qu'est-ce qui a changé? On a eu la guerre en Ukraine, le pétrole, rien n'a changé. Ça ne changera rien. Écoutez, le régime Tebboune, même si vous lui donnez 1000 milliards, donc 1000 milliards de dollars, il ne pourra rien faire. Parce que c'est un régime constipé. Ils n'ont pas de vision. C'est simple, quand un âne, vous lui donnez une fleur, l'âne va la manger. L'âne ne connaît pas la valeur de la fleur. Il ne va pas dire elle est belle, merci, c'est romantique, c'est joli. Pas du tout. C'est comme ça. Le régime Tebboune, Wallah, vous lui, même le baril du pétrole, 200 dollars, il ne fera rien. Alors il va dépenser de l'argent, il va augmenter la valeur, il va augmenter l'allocation chômage, il va construire quelques logements sociaux. Tout le reste, il va le donner à l'armée pour acheter davantage d'armes. Ils vont faire des défilés militaires. Ils vont recruter plus de policiers, plus de gens. Parce que Tebboune a fait quoi? Il a augmenté. Tout ce que Tebboune a fait depuis son arrivée au pouvoir, c'est quoi? C'est de doubler, ensuite tripler le budget de l'État. D'augmenter jusqu'à même pratiquement quadrupler le budget de l'État. Bientôt. Les dépenses de l'État ont augmenté. Plus de fonctionnaires, plus de policiers, plus pour les militaires, plus pour les gendarmes, plus pour les services secrets, plus pour la sécurité. Mais pour l'économie, il n'a rien fait. Pour l'amélioration du niveau de vie de la population algérienne, il n'a rien fait. Pour l'amélioration du confort de la population algérienne, il n'a rien fait. Donc ça ne changera pas. Si le pays se portait bien, le dinar se portera bien. Une monnaie, elle est instable. Elle est en recul permanent. Quand là, 5, 6, 7. Et sur le marché parallèle, personne ne veut du dinar. C'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a une crise de confiance. C'est qu'il y a une crise de croissance. C'est qu'il y a une crise de bonne gouvernance. Je pense que les exemples que je donne sont très très simples. Sont très clairs et très précis. Alors, on prendra une autre question, Jma'a. Allez, une autre question, Ejma'a. Alors, InterVB527, il me dit, je sais pas comment ça s'écrit, InterVBL, je sais pas, vous avez des pseudos vraiment bizarres, les amis. Hein. Ah, des pseudos qui sont compréhensibles. Sur TikTok, InterVBL me dit pourquoi vous étiez aussi bien avec l'ancien régime. D'abord, je n'étais pas aussi bien avec l'ancien régime parce que j'étais emprisonné à l'époque du régime de Bouteflika. Juste pour signaler, pour vous rafraîchir la mémoire. Anna, j'ai fait de la prison à l'époque du régime Bouteflika. Et d'un Sitouha, je vous le rappelle quand même. Hein. Deuxièmement, je n'ai pas cessé de dénoncer l'ancien régime de Bouteflika. Je me suis opposé vigoureusement
et de volontairement contre le quatrième mandat. Mes prises de position, mes passages sur les plateaux de télévision, ça existe, les vidéos, les débats déchaînés sur Nahar, sur Shoror, sont là, ils existent, etc. Donc, j'ai jamais épargné Bouteflika, j'ai pas épargné son entourage, j'ai pas épargné ses oligarques. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, le régime de Bouteflika, Habbina ou la Krahna, est nettement meilleur que le régime Tebboune. Au moins avec Bouteflika, il y a eu la grande mosquée d'Alger, il y a l'autoroute Est-Ouest, il y a eu 11 stations de dessalement de l'eau de mer, il y a eu l'un des métros, le métro le plus moderne d'Afrique, il y a eu 7 tramways, il y a eu 80 barrages, il y a eu 3 millions de logements, les voitures étaient abondantes, le salaire minimum a augmenté, le salaire moyen a beaucoup augmenté, il y avait une classe moyenne, il y avait des crédits à la consommation, il y avait des groupes privés qui étaient prospères, il y avait des marques algériennes qui ont commencé à émerger. Et subhanallah, vous pouvez pas me dire que le régime de Bouteflika n'est pas meilleur que le régime Tebboune. Il n'y a pas photo. Sur le bilan de la qualité de vie, le niveau de vie et la situation socio-économique, il n'y a rien à dire. Et à l'époque de Bouteflika, on pouvait critiquer Bouteflika. On disait du mal de lui jour et nuit. On pouvait le caricaturer. Il y avait liberté, il y avait le Watan, il y avait etc. Il y avait, je sais pas moi. Il y avait énormément de choses. Il y avait Nazostar, il y avait de la caricature. Donc, vous voyez, il y avait des acquis. Il y avait des acquis sérieux. Donc voilà. Ne me dites pas, quand je dis en fait, je ne dis pas du bien du régime de Bouteflika. Je dis que je dis la vérité. Le régime Bouteflika est nettement meilleur, et nettement plus vertueux, plus performant et plus efficace que le régime Tebboune. Et beaucoup plus utile pour le pays et beaucoup plus productif pour le pays que le régime Tebboune. C'est une vérité. Les indicateurs sont là. Les indicateurs sont là. Le dinar n'avait jamais chuté autant, l'inflation n'a jamais été aussi élevée autant, le chômage n'a jamais été aussi important autant, il n'y avait jamais de pénurie aussi importante à l'époque de Bouteflika comme aujourd'hui. Faut pas déconner. Là, le régime Tebboune, on en est arrivé à organiser des cérémonies pour distribuer des pneus. يعني تحت المستوى هبط لهذا ce niveau-là. On en est arrivé jusqu'à distribuer des pneus, ramener la presse pour distribuer des pneus. Faut arrêter. Sur le plan des libertés publiques et individuelles, j'en parle même pas. Sur le plan des libertés publiques et individuelles, c'est une catastrophe absolue. Moi, j'ai créé Algérie Pass à l'époque de Bouteflika. On était arrêtés, interpellés, on allait en prison, on restait une semaine, 2, pas plus. On était convoqués à Antar, on passait la nuit à Antar, on va talgouna. Ils se goualina, on nous criait dessus, on nous rappelait à l'ordre, mais jamais on était emprisonné pour 5 ans, 6 ans. Jamais la liberté de parole était supprimée définitivement. Jamais on nous a, jamais comment dirais-je, jamais on était censuré ou la liberté de la presse était totalement étouffée. Alors, Ouattani, est-ce que tu crois à l'Algérie nouvelle avec des technocrates? Non, les technocrates ne peuvent pas diriger ou définir un pays à eux seuls. Les technocrates ne peuvent pas imaginer un pays à eux seuls. Les technocrates ne sont qu'un maillon de la chaîne. Les technocrates, ce sont des compétences techniques qui sont nécessaires pour apporter des solutions techniques à des problèmes techniques. Sauf que dans un pays, il n'y a pas que des problèmes techniques. Il y a aussi des problèmes politiques. Un pays a besoin d'un projet de société et d'une vision politique. Un projet de société, ça veut dire qu'est-ce qu'être algérien? Comment on veut se définir en tant qu'Algérien à travers le monde? Quel est le mode de vie que nous voulons? Quelles sont les valeurs que nous défendons? Quelle est l'éthique ou la morale en laquelle nous croyons? Avoir une vision politique. Et qu'est-ce qu'on veut faire du pays?
Est-ce qu'on veut faire un pays fédéral, un pays démocrate, un pays autoritaire, un pays républicain, un pays de social, un pays libéral, un pays égalitaire, un pays pour qui favorise l'épanouissement de l'individu, ou un pays qui favorise l'épanouissement de la communauté ou du collectif au détriment de l'individu. Il faut une vision. Nous avons le même projet qui est le projet de novembre 54. Ça, c'est le projet idéologique. Mais on a un projet en novembre 54. Et le projet réel du régime, c'est l'autoritarisme, la sécuritocratie. La supériorité des considérations sécuritaires sur tout. Sauf que, est-ce que c'est la sécurité qui ramène la prospérité et le développement? Non, c'est le contraire. C'est la prospérité et le développement qui ramènent la sécurité, et non pas le contraire. Un technocrate, il est efficace pour trouver des solutions techniques. Mais un technocrate, il n'a pas de vision politique. Il n'a pas de vision politique, un technocrate. Comme il n'a pas de projet de société. Est-ce qu'on est pour... Quel est le degré de liberté des femmes que nous tolérons? Quel est le degré de liberté religieuse que nous tolérons? Quelle est la représentativité des jeunes au niveau des élites? Qui doit être président? Qui ne doit pas l'être? Quel sera le rôle? Quel est le rôle de l'armée? Quels sont les rôles des services de sécurité? C'est ça avoir un projet de société. Un technocrate n'a pas de projet de société. Donc il ne faut pas y croire qu'elle était... Aujourd'hui, dans l'Algérie d'aujourd'hui, vous avez beau ramener les plus beaux, les plus intelligents, les plus brillants des technocrates dans la planète, ils ne pourront rien faire pour le pays. Parce qu'ils seront noyautés et stoppés par la machine dictatoriale et par la médiocrité ambiante du régime et par ses dysfonctionnements internes. Le régime algérien a un fonctionnement clanique, il a un fonctionnement sécuritaire, il a un fonctionnement opaque, il a un fonctionnement qui est inintelligible et incompréhensible. Il a un fonctionnement basé sur un agenda sécuritaire ou un agenda clanique. Il n'y a pas d'intelligence. Mais la notion d'intérêt général. Aujourd'hui, je vous défie de Tebboune jusqu'au dernier planton de la présidence. Quel est le développement comment vous voyez l'Algérie d'ici 2030? Comment vous voyez le développement du pays? Comment l'Algérie doit se développer? Comment doit se... Il n'y a aucune orientation. Aucune orientation, il n'y a aucune orientation. Tebboune, il était pro-palestinien. Déjà Donald Trump, il a voté contre la Palestine, il s'est éloigné du Hamas, il était antisioniste. La guerre entre l'Iran et Israël, il est devenu pratiquement neutre au point qu'on le soupçonne d'être pro-israélien. Il était l'ami des Iraniens, mais dès que l'Iran est attaqué, dans l'Iran. Hier, il est ami avec les Français, ennemi avec les Français, ennemi avec les Espagnols, ensuite, ami avec les Espagnols. Il provoquait, il voulait, il n'aimait pas beaucoup les Saoudiens, ami avec les Saoudiens. On n'y comprend plus rien. Il n'y a pas d'orientation. C'est un régime qui n'a pas de boussole. Pourquoi? Parce qu'il évolue au gré de ses propres des intérêts personnels de ses décideurs. Les décideurs algériens, c'est quoi leurs intérêts? Se maintenir le plus longtemps au pouvoir, profiter des richesses du pays, des prérogatives de la fonction, et empêcher à tout prix que le peuple ne se réveille, ou ne les conteste, ou ne les chasse du pouvoir, étouffer l'opposition pour que l'opposition ne les renverse pas. Pour que l'opposition ne les renverse pas. Donc, un technocrate, les meilleurs premiers ministres. Les meilleurs premiers ministres, on les met en Algérie, ils vont rien faire. Tebboune ne laissera pas travailler, les conseils de Tebboune ne laisseront pas travailler, il n'y aura pas de marge de manœuvre, on ne laissera pas. Quel programme économique aujourd'hui on doit développer en Algérie si on ne définit pas quelle sera l'Algérie de 2030, de 2035 que nous voulons construire? Quel programme économique on peut développer en Algérie si on n'arrive pas à répondre à la question suivante? Comment se positionner dans la mondialisation aujourd'hui? Comment se positionner face aux mutations climatiques, technologiques et aux progrès scientifiques qui prend une vitesse incroyable et déconcertante aujourd'hui? ما عندناش un projet de société, ما عندناش une vision politique. Donc les technocrates, ça ne changera rien.
Allez, Esma. On va prendre encore quelques questions avant de terminer. Allez, on prendra une dernière question. Je vous laisserai vous reposer un petit peu. Mettez good live et partagez massivement ce live, s'il vous plaît. Alors, les 400 milliards de PIB, 4% de croissance, tu es aveugle, acier, béton, phosphate, le FMI te contredit. D'abord, le FMI n'a jamais dit que l'Algérie va atteindre les 400 milliards de dollars de PIB. Et le FMI n'a jamais donné 4% de croissance économique à l'Algérie. On peut sortir les prévisions de l'économie de l'FMI, c'est entre 3 et 2%. Ah ouais, non. Et puisque nous avons l'acier, le béton et le phosphate, il est où le phosphate? Le phosphate, il est où? Le projet de phosphate qui est un projet de Bouteflika. Le projet phosphatier de Bessa de Bouteflika. Il devait être lancé en 2018. Il a été bloqué par Tebboune dès son arrivée au pouvoir. Nous sommes en 2026. Quel est le phosphate que nous avons extrait de Bessa et de Sokaras et combien nous avons transformé et combien de quantités d'engrais nous avons fabriqué depuis ce phosphate? Nada. Makenwelu. L'acier où عندنا? L'acier de Rajbilet. Il est où l'acier de Rajbilet? Il est où? On a fait le train, mais l'acier il est où? On continue d'importer la matière première. Tosheli, il prend l'acier, une quantité faible de l'acier, du minerai de fer de Rajbilet qu'il mélange. On l'a déjà expliqué, c'est le blending qu'il mélange avec du minerai de fer qui est importé. Le béton, mais attends, mais le béton c'est quoi? C'est une force de développement le béton? Franchement, رقد. راك راقد. يا راقد راك راقد. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dit le béton est un signal de développement. Avec quoi on va faire les 400 milliards de dollars? Et toi, tu as dit 400 milliards d'euros. C'est-à-dire, beaucoup plus que ça. Avec quoi? Les chiffres, c'est une chose. Et la réalité, La réalité, c'est quoi? C'est que le dinar, il est faible. Le dinar recule. Le dinar s'effondre. C'est que le pays vit une instabilité monétaire. Si l'Algérie était aussi puissante, aussi stable économiquement, pourquoi le dinar est caractérisé par des chutes de 6 à 7%? Le dinar à l'époque de Bouteflika, sur le marché formel, comme sur le marché officiel, comme sur le marché informel, il était beaucoup plus solide, il était beaucoup plus stable. Donc il faut arrêter, sortir les chiffres de Tebboune. Le FMI n'a jamais validé à 100% les chiffres de Tebboune. Pour qu'on soit très très clair. Le FMI n'a jamais cessé de pointer du doigt les ajustements, les nécessaires, les réformes structurelles, l'urgence de garantir de réduire le déficit budgétaire. Les seules réalités, c'est que nous avons un pays de déficit budgétaire, un pays de masse monétaire énorme et de monnaie de plus en plus faible, de pouvoir d'achat de plus en plus faible et d'inflation de plus en plus faible. C'est un vernis l'Algérie, un vernis. Le jour où les exportations du pétrole et du gaz vont encore baisser plus que maintenant, vous allez voir comment ça va nous exploser à la gueule. Alors, Renaud Clio qui me dit pourquoi il y a un marché informel au fait. Il y a un marché informel au fait parce que le système algérien, il est fermé. Il ne permet pas la liberté de le droit de change. Il n'y a pas de liberté de change. D'abord, le dinar, il est non convertible. C'est une monnaie qui n'est pas convertible. Tu peux ni l'acheter ni la vendre à l'étranger. Et la devise, elle relève uniquement du contrôle exclusif de l'État à travers, comment on appelle ça, la Banque d'Algérie. Donc, pourquoi il y a un marché informel? Puisque les citoyennes et les citoyens sont privés de la liberté d'acheter des devises, pour s'approvisionner en devises, ils vont vers le légal, vers le marché noir. C'est comme si demain je vais interdire les téléphones à la vente en Algérie. Sauf que tout le monde a besoin de téléphone. On a besoin de téléphone pour vivre. C'est une caractéristique de la modernité. Les gens il n'y a pas de magasins qui vendent des téléphones. Donc on va aller vers où? Pour trouver des téléphones, il faut aller vers le marché informel. Il y a un marché informel, il y a un marché noir, parce que l'État verrouille l'accès aux devises, parce que l'État est en train à une gestion autoritaire de l'économie, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de libre échange, il n'y a pas un marché d'échange qui est libre. C'est très simple. Mesdames et messieurs, je crois que je vais vous dire au revoir. Ça a été un grand plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup pour votre attention.
T'as offert 1 million de tonnes de phosphate 2023. Montre-nous les chiffres alors. Où sont les 1,5 million de tonnes de phosphate par an? Oui, et après, on en a fait quoi? L'Algérie, elle exporte déjà du phosphate en état brut. Le projet phosphaté de Tbessa, c'était pas de produire du phosphate. Le phosphate, tu ne le produis pas. Le phosphate, il est extrait. C'est une ressource naturelle. Tu extrais du phosphate. Le projet était de transformer le phosphate en engrais. C'est un projet phosphatier. Le phosphate était déjà exploité en Algérie bien avant Tebboune et bien avant Bouteflika. Depuis les années 90, voire depuis les années 80 ou 70. Ce n'est pas nouveau. Le phosphate, le Maroc, il a du phosphate. Il y a beaucoup de pays au monde qui ont le phosphate. Le projet industriel, c'est comment transformer ce phosphate en engrais. Comment utiliser ce phosphate pour faire de l'industrie. C'est ça le phosphate. C'est ça le projet phosphatier. C'est ça une industrie. Aujourd'hui, les engrais de l'Algérie sont majoritairement et quasi exclusivement produits à partir du gaz naturel. C'est tout. On aura l'occasion de parler de ce projet phosphatier, d'approfondir nos investigations et nos explications là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis, Khabti Khwatate. Je vous dis bon